Mais viens, arrête, tu sais ton mec t'aime, ton mec m'a dit tu sais Mélanie, vie c'est une reine et je pourrais crever pour elle. Faut pas que tu paniques, je te jure, ton mec assure, ton mec assume, vie. Ton mec est pur, il te trompe pas, j'en suis Non, sûr. mais tu sais pas toi. L'histoire du répondeur m'est arrivée à la lettre en fait, ce que je raconte c'est ce que j'ai vécu 2 ans avant. Salut tout le monde, c'est Vita et je vais vous raconter la folle histoire de Confessions Nocturnes. Diams, à l'époque, elle est sur la fin de son enregistrement de son album Dans ma bulle. Moi, je suis vraiment aux prémices de ma carrière, c'est-à-dire que je suis pas signée en maison de disque. J'ai écrit et composé tout mon premier album, mais personne veut de moi. On est très copines, nous, parallèlement à la musique. Quand je viens à Paris, je reste chez elle des nuits entières et on se raconte toujours nos vies, nos histoires de femmes, etc. Mais elle me dit, je veux absolument qu'on fasse un titre ensemble sur l'album. Il y a 2 jours pour finir de recorder le titre et on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Et elle me dit, mais viens, on fait ce qu'on fait en fait tout le temps quand t'es chez moi. On se raconte nos vies, nos histoires de cœur. Ça va vite, t'as l'air bizarre, qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va pas. Non. Bah dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Mais viens, on le fait dans un format un peu fou, un espèce de road movie et tout, on s'en fout, on se fait un kiff en fait, on se fait plaisir. On se retrouve en studio très rapidement. On est avec Teufa et Masta à l'époque, qui sont les producteurs et compositeurs de Mélanie. On part sur cette prod comme ça, très gang, avec des accords un peu dark, un peu à la Dre. Moi, ça m'inspire énormément et je commence avec ce truc, mais là c'est toi, faut que je te parle. J'ai passé ma journée dans le noir. Mais je le sens, je le sais, je le suis, il se fout de moi. Mais viens, arrête, tu sais ton mec t'aime, ton mec m'a dit tu sais Mélanie, vie c'est une reine et je pourrais crever pour elle. On l'écrit vraiment comme ça, sur le moment et tout, couplet par couplet, et en fait, on décide de l'histoire en l'écrivant. À la fin, on se dit, ouais, est-ce qu'on va pas tuer le mec? Est-ce qu'on va... Vraiment, c'est parti dans tous les sens en studio jusqu'à ce qu'on termine cette chanson comme ça, où à la fin, on se dit, non, en fait, c'est lui qui va te tromper et moi, je vais découvrir qu'il te trompe en écoutant ton répondeur. Il y avait une alchimie, une espèce d'effervescence dans le studio ce jour-là, où tu sens que tu fais un truc qui est magique. Vraiment, c'est tout sauf un single et on est dans un délire et on va au bout du truc, quoi. Par contre, ce qu'on raconte dans l'histoire, moi, ça m'est en partie arrivé. L'histoire du répondeur, c'était mon histoire. Mais on rajoute une tonne de trucs, on casse la voiture, etc. Ça m'est pas arrivé. L'histoire du répondeur m'est arrivée à la lettre, en fait. Ce que je raconte, c'est ce que j'ai vécu 2 ans avant. Je sais pas si j'assume de le voir avec elle. Et j'entends la chanson en radio et j'étais consternée parce que pour moi, c'est une chanson qui n'a rien de ce qu'on entend en radio à ce moment-là. Et à partir de là, il y a eu une espèce de raz-de-marée avec cette chanson. Je l'entendais dans toutes les voitures. Je me rappelle, je marchais dans la rue, j'entendais tout le temps des filles au feu qui la mettaient à fond. Et même des mecs qui l'écoutaient. Et après, les gens m'arrêtaient dans la rue. Enfin, c'est devenu quelque chose hors de contrôle. Je pense que les gens se sont identifiés parce que je crois qu'on a toutes fait ça. Espionner le téléphone de nos mecs, essayer de rentrer, essayer d'avoir le code. À l'époque, vraiment, écouter les répondeurs. Aujourd'hui, c'est plus tout ce qui est les notes vocales, etc. Mais à l'époque, c'était vraiment les messages vocaux, quoi. Ce qui m'a marqué aussi, c'est que les gens passaient leur temps à me dire, j'ai une question. Comment t'as fait pour infiltrer son répondeur? Je crois qu'elle a ruiné la vie de plein de mecs, cette chanson. Parce qu'à partir de là, il y a plein de nanas qui avaient pas pensé à faire ça, qui se sont mis à faire ça. Et je me souviens d'un jour, j'étais dans un grand magasin et une équipe de mecs qui me tombe dessus. Mais ils étaient hyper agressifs. Et genre, au début, je crois qu'ils rigolent. Et il me dit, c'est toi, Vita et tout. Moi, je croyais qu'elle allait me dire, ouais, bien. Parce que les gens me disaient tout ça. Et elle me dit, c'est pas bien ce que tu fais et tout. Et je vois que le mec est énervé, en fait. Et après, je lui dis, non, mais c'est une chanson et tout, tranquille et tout. Et il me dit, non, mais en fait, moi, tu te rends pas compte, moi, en fait, ça a ruiné ma vie. Moi, ma meuf, elle a écouté mon répondeur. Et là, je vois que le mec, c'est sérieux, en fait. Vraiment que, en fait, ça a ruiné son couple. Et je me suis dit, en fait, cette chanson, elle a fait du mal à plein de mecs. Mais ils avaient qu'à pas tromper leur meuf. Voilà. Quand il a été question de faire le clip, j'avais comme un espèce de film en tête. La chanson est tellement tragique, il se passe tellement de choses folles que je lui dis, viens, on fait un clip, il faut qu'on le joue en fait. Il faut que vraiment les gens le vivent comme on l'a vécu, que vraiment ce soit... en fait, la chanson devienne visuelle. La scène la plus dure à tourner, c'est quand elle débarque dans la chambre avec moi. Et en fait, on est en fou rire. Mais en fait, on n'est pas du tout censé être en fou rire. Mais en fait, c'est tellement drôle parce que Mélanie, elle lui saute dessus, elle le pousse et tout, elle enchaîne. Et moi, en fait, si tu regardes bien, je suis morte de rire. Et on dirait que je pleure. Mais en fait, c'était trop dur. On a dû la refaire au moins 10 fois. Ferme ta gueule, ton cire, regarde-toi dans le calcif, putain. Tu fais le miskin, mais tu viens me briser mon ami, oh. T'es pas un homme, t'es qu'une victime. T'as un problème avec ton slip ou quoi, putain. Vas-y, vite, on se casse d'ici, viens. En fait, je suis avec ma meilleure amie, donc nous, entre les prises, on n'arrête pas de parler. C'était très dur d'être dans le tragique, alors que nous, on était morts de rire tout le tournage, quoi. On finit sous la pluie, des tonnes de pluie, c'était de la pluie artificielle, mais la scène de fin, on l'a dû la refaire au moins 5 fois. Il était 7 heures du mat, sous la pluie, l'horreur, avec ma tête horrible. Mais on y croit, quoi. Il se passe un truc dans le clip. On est là en voiture, on tourne dans Paris et tout, vraiment. Moi, je trouve que le clip est magique. Encore aujourd'hui, 15 ans plus tard, c'est un clip qui me touche. Et au final, ça deviendra culte. Donc, on a bien fait de se prendre la tête. Est-ce que tu saurais nous dire qui est la voix de Andy, du mec de vie, de, tu sais, toutes les voix qu'on entend? La fille, c'était une connaissance de Mélanie. Le premier message dans le répondeur, c'est Socrate McTayer, le rappeur.
qui dit ouais poto c'est So, c'est lui. La voix du répondeur, enfin la voix de l'opératrice, c'est une autre copine à nous. Donc la chanson, elle connaît un énorme succès auquel on s'attendait pas du tout, encore une fois vu le format. Et après il y a Mickaël et Pascal qui décident de faire Fatal Bazooka. Et en fait Mélanie est très copine avec Mickaël à l'époque, donc ils nous préviennent. On devait faire une apparition dans le clip. Ça, les gens le savent pas. Et on a eu un problème parce que Mélanie était à l'étranger et tout. Et en fait, on avait prévu une scène, je trouvais ça génial, où eux, ils sont en voiture avec Pascal. Aujourd'hui, je remonte ma braguette. Y'a pas que tu dans la vie, Vito, mais ça doit dans la tête. Et on devait arriver, nous. Mais qu'est-ce que c'est toi? Peux-tu me dire ce que fait ton mec et à quel endroit? Et moi en larmes dans la voiture. Et je trouvais ça énorme, tu vois. Ça aurait été tellement bien. Mais ça aurait été tellement drôle. Bon, au final, on peut pas le faire. Et moi, j'attendais de voir le clip avec impatience. Et ce ouf, il est allé appeler les mêmes équipes de tournage que nos équipes pour retrouver les mêmes décors. Ils ont trop bien fait le clip, en fait. Et moi, je m'attendais pas à ça quand je vois le clip. Et comment il avait parodié Mélanie avec le chien. Franchement, je me rappelle que moi, j'étais morte de rire. Mélanie, première vue, a moins rigolé que moi. Franchement, moi, j'ai pleuré de rire. J'ai trouvé ça trop bien fait. Mais moi, j'adore. C'est trop mon humour, quoi. Diams et Vita, qui ont validé d'ailleurs, elles étaient mortes de rire. Ah Diams ouais. se dit, mais tu m'as piqué mon flow en plus. Oui, il a refait son flow. Hein. Par contre, ce qui est vrai, c'est que cette parodie, j'aurais jamais pensé qu'elle allait durer aussi longtemps. En fait, vraiment, le succès de cette parodie, il a été fulgurant. Ça a prolongé le succès de la chanson. Bon, moi, c'est ma mélodie, donc c'est marrant, tu vois. Mais c'est vrai qu'on m'en a parlé pendant des années. Encore une fois, alors qu'on part d'une base de deux copines, on s'est dit, on fait un morceau qui n'a rien à voir. Donc, on est quand même parti de tout petit pour finir sur cette chanson. Et je pense que ça, c'est le hasard de la musique. Des fois, tu peux t'acharner à vouloir faire un énorme tube. C'est pas comme ça. En fait, il y a un paramètre comme ça que tu maîtrises pas, qui est un peu cette magie qui fait qu'une chanson, d'un coup, elle appartient aux gens et toi, tu sais pas pourquoi c'est celle-là. Et c'est ça qui s'est passé. À l'époque, est-ce que vous aviez envisagé une suite? Non, pas du tout. Jamais. Par contre, j'entends tout le temps parler d'artistes qui disent ouais, on va faire la suite. Je dis ah ouais, bon ils le font pas. Moi, j'aime pas en général les suites et tout. J'ai toujours peur de faire moins bien, quoi. C'est pas évident. Hein. Donc je m'aventurais pas perso moi. Mais qu'est-ce que tu fous là? Je te croyais chez ton père, mais tu te fous de moi. Aujourd'hui, il y a pas une semaine où je reçois pas une vidéo de quelqu'un dans un anniversaire qui me l'envoie, de nana dans un karaoké, de filles dans la voiture qui sont en train de la chanter. Enfin, c'est devenu un espèce de classique mais c'est ce qui me touche le plus sur cette chanson. Et c'est une chanson en concert que je n'ai pas besoin de chanter, quoi. C'est la chanson qui appartient aux gens. Et d'ailleurs, les gens, en fait, ils chantent plus facilement ma partie parce que c'est chanté. Et la partie rap de Mélanie, elle est incroyable sur ce morceau. Elle fait un couplet de 16, ça kick, c'est trop dur. Et il y a des gens, ils connaissent même les couplets de Mélanie par cœur. Ça me fait halluciner à chaque fois. Je crois que c'est ça la magie, en fait. C'est le balancer entre moi, ma voix un peu douce et tout, moi je suis un peu la victime dans l'histoire, puis elle c'est ma grande sœur, elle vient, elle le défonce. Je crois que les gens ils ont kiffé ça aussi. Et toi, tu maîtrises ces couplets à elle? Ouais, non mais comment ça, même pas, je te vois venir. Tu veux que je te fasse 2-3 phrases? Voilà. Mais viens, arrête, tu sais ton mec t'aime, ton mec m'a dit tu sais Mélanie, vie c'est une reine et je pourrais crever pour elle. Faut pas que tu paniques, je te jure, ton mec assure, ton mec assume, vie. Ton mec est pur, il te trompe pas, j'en suis sûre. Voilà. Tu le fais sur scène quand t'as pas Non, je fais genre, en fait, je squeeze les parties de Mélanie parce que les gens chantent mes parties. J'ai fait un edit où j'enlève ces parties et en fait les gens chantent toute la chanson. C'est-à-dire que je fais 2 phrases et je les laisse chanter. Et c'est trop kiffant. Ce que je préfère, c'est la chanson qui m'a fait connaître du grand public. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je passe vraiment de l'ombre à la lumière. Du coup, ouais, je suis propulsée comme ça juste avant de sortir mon premier album qui sortira l'année d'après. Mais du coup, ça a été le morceau qui a changé la donne pour moi, par exemple en maison de disque. Ça fait 5 ans qu'on est là, qu'on démarche partout, qu'on se prend des portes à tout va. Et là, il y a cette chanson qui cartonne et tout le monde me rappelle en me disant on a écouté les titres, c'est incroyable, les mêmes titres qu'ils ont écoutés 6 mois avant. Et vraiment Confession Nocturne a changé la donne, c'est-à-dire que ça m'a positionnée comme ça y est, tu deviens quelqu'un, quoi. J'étais particulièrement reconnaissante envers Mélanie parce que déjà c'est mon amie, c'est une des premières qui a cru. 4 ans avant Confession, j'étais chez elle tout le temps et elle me disait ils ont rien compris en fait. T'as une identité vocale, ça va démarrer pour toi, il va se passer un truc et tu verras, tu vas avoir un public, ils vont pas te lâcher. C'est la première qui allait voir les gens en maison de disque en disant vous avez pas compris en fait, Vita, moi je vais la signer, vous allez voir. Elle parlait comme ça. Et quand Pascal Nègre veut lui donner à l'époque la DA du label Motown France, elle veut pas être directrice artistique d'un label et elle accepte pour signer mon projet en fait. Elle a dit ok, je le fais, mais c'est Vita la première artiste. Je crois qu'elle y croyait comme personne et bien entendu que je peux lui en être que reconnaissante. Mais je veux dire bien au-delà de ça parce que notre relation aujourd'hui elle va bien au-delà de la musique. Mais à ce moment-là, ouais, c'est la seule vraiment qui me tend la main. Mimi,